Alors, on va se partager le travail en deux avec Olivier. Je vais plutôt refaire un point de vue géopolitique sur les évolutions récentes. Et puis Olivier prendra pour sa part les aspects plus techniques et militaires. Et vous verrez, vous avez là un remarquable analyste de la chose militaire. Et donc on se complétera. Et puis pour les questions, on se répartira les rôles. Ce qui me semble intéressant pour commencer, c'est parce que nous en apprenons quasiment toutes les semaines, des choses nouvelles qui sont révélées ou qui sont découvertes ou parce que nos analyses évoluent. Comment est-ce qu'on voit le conflit aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 18 mois? Et les évolutions qui me semblent être importantes, dont je vais vous faire part, sont finalement assez paradoxales. C'est-à-dire qu'en avançant, nous découvrons que l'opération russe a été beaucoup plus approximative que nous ne le pensions, en tout cas que je ne le pensais, qu'elle s'est déroulée avec beaucoup plus d'approximation, d'erreurs et d'impréparation qui n'y paraissaient. Alors plusieurs éléments. On sait aujourd'hui que les renseignements initiaux étaient assez mauvais, que les estimations étaient beaucoup plus approximatives qu'on ne l'imaginait, ce qui explique entre autres l'attitude qu'avait le patron du SVR, Naryshkin, au moment où le président Poutine lui demande son avis sur le conflit. On sait aussi, enfin c'est pas nouveau, mais que la période n'était pas la période idéale pour lancer une offensive, puisqu'ils sont rentrés juste dans une période où la Rasputitsa était là. Les axes routiers, donc obligation de ne prendre que les axes routiers. Donc quand vous lancez une offensive et que vous êtes limité sur les axes routiers, ça a généré les pertes en matériel que l'on a vues. On sait aujourd'hui, selon certaines sources, qu'en matière de renseignement, les deux camps s'auto-infiltraient. Les sources occidentales nous disent qu'il y avait quelqu'un à très haut niveau au sein du FSB qui renseignait les Américains. On sait bien sûr que les Russes avaient aussi beaucoup de sources dans le camp adverse, ce qui explique aussi la rapidité avec laquelle ils ont été capables de réagir à l'opération spéciale. La résistance, a priori, a été plus importante qu'estimée côté russe. Voilà, ce sont des choses qui petit à petit nous sont portées à notre connaissance. Bien sûr, une logistique défaillante et quelque chose qui me semble important, une motivation moins importante, mais avec un véritable paradoxe, avec tous les éléments négatifs que je viens de vous donner, c'est que finalement l'opération a réussi et en avril 2022, en réalité, si les Russes et les Ukrainiens avaient signé l'accord qui en était à sa 7e ou 8e version, et pour lequel, bien sûr, Boris Johnson a tout fait capoter, la guerre aurait été finie en 6 semaines. Et je pense une nouvelle fois que d'abord ce conflit n'aurait jamais dû avoir lieu et qu'il aurait dû s'arrêter en 6 semaines. Et on s'est posé la question ces derniers jours de savoir d'où vient le document qui a été révélé par Die Welt il y a quelques jours et qui a été repris par le Figaro la semaine dernière. En réalité, ce document, d'après ce que l'on sait, a été donné par les Ukrainiens, par des négociateurs ukrainiens qui considéraient qu'aujourd'hui, avec les évolutions qu'il y a dans l'entourage de Zelensky, avec l'évolution du front, que finalement, ça a été une erreur de ne pas signer cet accord en avril 2022 et que les conditions que Moscou attribuait à son adversaire ukrainien, le régime Zelensky, étaient des conditions les meilleures qu'ils auraient jamais pu avoir, puisque les éléments du traité qu'on a pu voir faisaient qu'il n'y avait pas d'opposition pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Bien sûr qu'il y avait une demande de neutralité de l'OTAN, de neutralité vis-à-vis de l'OTAN. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce texte a été transmis pour la première fois aux Américains vers la mi-février. Le Wall Street Journal en a un petit peu parlé, et puis ils n'ont pas voulu insister, je pense, justement pour mettre en avant ce qui est plutôt quelque chose de négatif pour les Ukrainiens. Et puis, courant avril, on voit petit à petit la Belgique, la Libre Belgique, la Suisse, avec la Tribune de Genève, parler de ce papier. Pareil, ça ne dépasse pas l'audience belge ou suisse. Et puis, mi-mai, Die Welt fait la une avec le sujet, et puis fin mai, le Figaro s'en empare. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant sur cette crise ukrainienne et sur la guerre de l'information qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que quelque chose qui est connu finalement depuis fin février, peut-être voire même avant, est passé sous silence, délibérément ou pas, ça je ne sais pas vous le dire, et que la presse française n'en parle pour l'instant
à l'origine que par un seul média et que finalement ça n'a pas fait la une de l'actualité alors que c'est quelque chose à mon sens de tout à fait essentiel que d'avoir la teneur de cet accord et de mesurer à quel point si les négociateurs avaient abouti, eh bien ce sont des centaines de milliers de morts des deux côtés qui auraient été évités. Et tout ça m'amène à dire une nouvelle fois, il y a une responsabilité occidentale absolument écrasante. Elle vient d'abord bien sûr quand je dis les Occidentaux, je pense d'abord aux États-Unis, mais les Anglais ont joué un rôle terrible. Et avec l'évolution du conflit, on voit que les Anglais sont encore plus radicaux que les Polonais, par exemple. Pour des raisons qui s'expliquent par le vieil atavisme anti-bolchevique, puis anti-russe, puis je dirais la volonté de riposter ou de se venger des exécutions, de ce qu'ils considèrent comme ayant été des assassinats d'anciens des services russes ou soviétiques sur leur sol. Donc les Anglais sont extrêmement en pointe et parmi les plus agressifs. Les Polonais, malgré leur ressentiment souvent compréhensible à l'égard de la Russie, sont presque plus mesurés. Et jusqu'au mois dernier, on voyait une forme d'atténuation de l'agressivité américaine parce que les 60 milliards de dollars que devait voter la Chambre des représentants et le Sénat étaient bloqués et puis parce que bien sûr le front commençait à se fissurer de ci, de là et on a vu Blinken arriver en France lorsqu'il a rencontré Emmanuel Macron et faire une déclaration officielle que je ne l'avais jamais entendu tenir de tels propos auparavant en disant « Nous sommes opposés aux frappes des Ukrainiens sur le territoire russe. » Et regardez, 15 jours après, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 jours, non seulement Jean-Louis Bourlange à l'Assemblée nationale, les Anglais, mais les Américains et Blinken lui-même a dit que désormais, il considérait presque nécessaire que les missiles ATACMS ou les Storm Shadow ou les Scalp qui ont donné aux Ukrainiens permettent de frapper le territoire russe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve préoccupant. On va sortir avec le CF2R dans les jours qui suivent, dans les jours qui viennent, un rapport sur le rôle de la CIA pendant ce conflit. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a eu des règles non dites entre la CIA et les Russes pendant la guerre. C'est-à-dire que dès le début du conflit, William Burns, le patron de la CIA, s'est rendu à Moscou et ils ont, en accord avec les Russes, ils ont défini un espèce de cadre à ce conflit. Les Américains s'engageant à ce qu'il n'y ait pas d'action ukrainienne sur le territoire russe et les Russes s'engageant à ce que le conflit ne déborde pas le territoire ukrainien. Ça a été tenu finalement pendant la première année à peu près. Et puis on sait, selon des sources américaines, que les Ukrainiens ont commencé eux-mêmes à échapper au contrôle américain, à mener des opérations que Washington réprouvait, les raids de commando, les premiers attentats, des éliminations physiques d'opposants ou de gens collaborant avec les Russes, de maires dans le Donbass. Les Russes faisant la même chose, bien sûr, dans les territoires ukrainiens qu'ils ne contrôlaient pas. Donc on est dans la classique guerre secrète où personne n'est plus comment dire, meilleur que l'autre. Mais on a vu cette accélération des opérations ukrainiennes en territoire russe depuis quelque temps, qui au début ont beaucoup déplu à la CIA. Il y a eu des petites, on va dire, des petites rétorsions pour limiter ces actions. Et puis, ça semble aujourd'hui échapper totalement. Alors la question qui se pose, c'est que est-ce que ça semble véritablement échapper aux Américains ou est-ce que finalement, ils acceptent de fermer les yeux et d'autoriser les Ukrainiens à procéder ainsi? En tout cas, ce qui est clair, c'est que même si les Américains disent, en matière de renseignement, on ne veut pas aller plus loin, quand ils ne veulent pas faire des opérations trop poussées, ils les confient aux Britanniques. Donc, ce qui permet de dire, en tant qu'Américains, nous avons respecté les règles que nous avons établies avec Moscou au début du conflit. Donc, voilà, c'est ça qui me préoccupe en ce moment, parce qu'on voit bien que ce conflit est en train de tourner, comme nous le disons, malheureusement pour les morts des deux côtés depuis le début de la guerre, en faveur des Russes. Mais à un moment donné où la négociation semble plus indispensable que jamais, on voit une radicalisation du camp occidental ces dernières semaines qui est très préoccupante et qui nous amène à nous poser des questions. Quelle est l'échéance et quel est l'objectif? Est-ce que les élections américaines vont être une étape importante, un terme? Est-ce que c'est une attitude de fuite en avant des néoconservateurs américains? Victoria Nuland, vous savez, qui a quitté le département d'État il y a quelque temps,
Alors c'est une tradition, elle n'a pas été renvoyée, mais ils savent très bien que probablement les démocrates ne seront pas à la présidence à la fin 2024 et on quitte généralement 6 mois avant pour aller dans les grandes entreprises américaines où on multiplie son salaire par 5. On n'attend pas la perte des élections, ça se fait généralement en avant et c'est ce qu'a fait Victoria Nuland. Mais elle a encore tenu des discours ces derniers jours dans lesquels elle pousse à une radicalisation du conflit contre la Russie. Alors, encore une fois, nous le voyons ça en tant qu'observateurs. Ce conflit que nous voyons dans une phase un petit peu de rémission est en train de reprendre, je dirais, de l'ampleur. Parmi les points qui sont aussi intéressants, moi j'observe que depuis ce conflit, il y a quasiment, je dis vraiment quasiment parce qu'il y a toujours de l'excellent qui infirme la règle, de guérilla dans les territoires occupés par les Russes. Donc, et ça c'est intéressant parce que quand on évoque le sujet, si on est contre la position russe en disant c'est une invasion, une occupation de territoire, il serait légitime de voir dans les zones du Donbass qui sont entre guillemets entre les mains de Moscou, une des réactions de la population ukrainienne ne souhaitant pas être sous l'autorité russe. Donc on a là un signe qui me semble particulièrement frappant de la volonté de rattachement des populations russes à Moscou et donc tous les arguments de Zelensky et de son entourage ne tiennent pas sur leurs revendications. Le dernier point sur l'aspect, pour faire un peu la liaison sur la question militaire, c'est que la crise des effectifs est terrible dans l'armée ukrainienne, que la volonté d'engager de plus en plus, y compris les gens qui sont expatriés, ne marche pas. Donc ils vont se retrouver vraiment dans des problèmes majeurs pour recompléter leur rang. On voit toujours la fuite de la population s'accélérer. On est incapable aujourd'hui, on a essayé de le faire la semaine dernière, de voir où en est la population du pays, l'importance démographique. Ça, c'est un point qui est assez trouble. Certains disent 32 millions, d'autres 30, d'autres 36. On n'arrive pas à savoir. Les seuls chiffres que j'aime à rappeler, c'est ceux du début de la guerre. L'Ukraine avait au début de la guerre 43 millions d'habitants. Après en avoir eu 52 millions en 1991. 43 millions, c'est à peu près l'équivalent de la population française en 1939. 41 millions d'habitants français. Nous avons mobilisé 5 millions d'hommes en 1939, dans la guerre contre l'Allemagne. Toutes les classes d'âge y sont passées. Donc, avec 43 millions, les Ukrainiens auraient été capables, au début du conflit, alors je vais peut-être enlever les 8 millions d'habitants du Donbass, mais d'avoir, s'ils avaient appliqué les mêmes normes que l'armée française en 1939, de mobiliser 4 millions d'hommes. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il n'y a pas cette volonté de combat. Donc il y a des tas de comparaisons qui sont utiles. Je vois aussi ce discours totalement paradoxal des puissances de l'OTAN qui n'ont cessé de dire on va avoir affaire à une invasion de la Russie qui va menacer la sécurité de l'Europe. Quand on regarde les cartes, eh bien, on voit que la Russie n'a guère progressé en 2 ans et demi au-delà de 200 km de ses frontières. Soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas. Donc un pays de 140 millions d'habitants ne peut pas envahir une Europe de l'Ouest qui en a 400 millions. Et je crois qu'on est à 900 millions si on met la totalité des pays de l'OTAN. Donc voilà, sur la guerre sur les faux semblants, la guerre de l'information, et regardez ces derniers jours, on nous ressort la menace russe, et en même temps on vous dit, mais regardez, ils ont été incapables de progresser de plus de 7 km dans la région qui fait face à Belgorod autour de Kharkov. Donc on ne cesse de voir ces déclarations contradictoires côté occidental. Je passe sur celle de l'hôte de l'Élysée qui ne cesse d'être, d'être dans une guerre du bluff qui me semble extrêmement dommageable. Mais voilà où on en est aujourd'hui. On s'attendait à voir une évolution qui semblait dessinée, puis depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines, il y a malheureusement des éléments de radicalisation côté occidental qui laissent penser que peut-être le conflit pourrait encore durer longtemps.
Parmi les éléments qu'Olivier va évoquer, moi dans notre répartition des rôles, je survole ça depuis haut. Je crois que ce qui a été assez en ce conflit, c'est toutes les innovations qui ont été faites sur un plan opérationnel comme sur un plan technique, et tu vas les développer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça change en partie la guerre moderne, il y a des tas d'éléments nouveaux. Et en même temps, est-ce qu'on doit en tirer les leçons pour la totalité des conflits à venir? C'est une question, parce que finalement, est-ce que, comme la guerre contre le terrorisme est une époque est une phase dans les conflits auxquels on assiste, est-ce que cette guerre ukrainienne sera absolument, je dirais, révélatrice de ce qui suivra un jour? Voilà, donc ce rapide tour d'horizon, des éléments nouveaux qui nous parviennent après 2 ans et demi de conflit sur qu'est-ce qui s'est passé au début, qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc une opération russe qui semble, et moi ce qui me semble tout à fait logique, beaucoup moins préparée qu'elle était. Je vous l'ai déjà dit à l'occasion d'une précédente conférence, je pense que j'ai longtemps pensé que les forces russes n'iraient pas, que Poutine jouait un coup de bluff, et que finalement les bluffs des deux côtés ont provoqué le conflit, et ça explique aussi pourquoi ça a probablement flotté, mais que fait paradoxalement au bout de 6 semaines, c'était presque plié. Les règles non dites entre les acteurs de la CIA et des services russes, et puis voilà tout ce qu'on va évoquer maintenant, les énormes leçons et innovations sur la partie militaire. Voilà, je te cède la parole. Merci Eric. Bon, moi, en tant que, je me qualifierais de spécialiste des questions militaires. J'aime pas le terme expert parce que vu ce qu'on voit à la télé, je préfère éviter le mot. Alors moi, en tant qu'observateur d'un conflit de haute intensité, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut comprendre que les armées, elles s'entraînent, elles s'équipent pour des conflits qu'elles ne peuvent pas prévoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir quelle sera la guerre de demain. Donc en fait, on fantasme des guerres, on simule des guerres, et celles qu'on doit faire, en général, ce n'est pas celles pour lesquelles on s'est préparé, c'est normal. Et donc en fait, c'est très riche en renseignements d'assister à un conflit de haute intensité. Toutes les générations n'ont pas eu la chance de voir ça, la chance entre guillemets. C'est le côté cynique du spécialiste. Donc quand on conçoit des matériels ou des équipements, on les conçoit selon des tactiques, selon des doctrines d'emploi. Et puis une fois que la guerre se déclenche, on voit comment ça marche, ça fonctionne sur le terrain. Et dans le cas de la mise en application des doctrines russes et ukrainiennes, c'était très intéressant parce qu'il y a une sorte de miroir par rapport aux opérations occidentales. Et là, ce qui est intéressant, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est lors de la guerre du Kosovo en 1999. La Serbie, c'est un petit pays qui disposait en tout d'une 40aine de systèmes antiaériens. Les alliés, la coalition occidentale de l'OTAN a fait 4397 missions anti-radar, tiré 743 missiles anti-radar pour la destruction effective de 13 systèmes. La coalition de l'OTAN mettait en œuvre à peu près 900 aéronefs. C'est-à-dire qu'il y avait une différentiel de puissance qui était monstrueux entre la petite Serbie et cette coalition. Et pourtant, non seulement on n'a jamais réussi à neutraliser complètement la défense antiaérienne, on a réussi à l'étouffer, c'est-à-dire qu'on arrivait à opérer sans être vraiment menacé par cette défense antiaérienne, mais on n'a jamais réussi à vraiment la détruire, de même que l'aviation serbe n'a jamais été totalement détruite. Elle a toujours réussi à voler, même si elle a perdu quelques appareils et qu'elle était elle aussi étouffée dans sa capacité à agir. Et là, c'est quand même... Rien que ça, ces éléments, ils sont intéressants de comparer avec la guerre en Ukraine. Ils disent, mais pourquoi les Russes, ils n'ont pas fait ceci, pourquoi ils n'ont pas fait cela? Tout simplement, ils n'en avaient pas les moyens. Il aurait fallu un différentiel qui est monstrueux. L'Ukraine disposait de centaines de systèmes antiaériens. Quand vous avez un pays qui dispose de plusieurs centaines de systèmes, plus des dizaines d'avions répartis sur un territoire qui est immensément plus grand, il faut comprendre que c'est encore beaucoup plus difficile. Donc il ne faut pas s'étonner que l'aviation ukrainienne soit toujours active, il ne faut pas étonner que la défense antiaérienne ukrainienne existe toujours. C'est normal. Et le pire, c'est qu'on peut se dire qu'on ferait fondamentalement pas mieux. Et ça, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait regarder. Plutôt dire que les autres sont nuls ou machin, et il faut peut-être déjà regarder ce que nous, on est capable de faire ou ce qu'on a été capable de le faire. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est le 7 avril 2017, les États-Unis ont tiré 61 missiles Tomahawk contre la base de Dal Sherat
c'est une base aérienne syrienne, en représailles à l'attaque chimique qui aurait été lancée à partir de cette base-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur les 61 missiles qui ont été tirés, alors je reprends, 2 ont dysfonctionné au lancement, 30 se sont crashés, 6 ont manqué leur cible, et 23 ont fait but. C'est-à-dire un taux de réussite de 38%. Et pour autant, la base aérienne n'a jamais été neutralisée. C'est-à-dire qu'elle était opérationnelle à peine quelques heures après. Et ça veut dire, ça donne une autre chose, c'est que neutraliser une base aérienne, ça demande des moyens gigantesques, parce que c'est vaste, parce que tous vos missiles ne vont pas au but, il y en a qui sont interceptés, qui tombent, qui sont brouillés, peu importe. Enfin, vous n'avez qu'une partie des missiles qui va au but, et enfin, même côté occidental. Donc on dit ça, mais c'est pas normal que les Ukrainiens ont encore des bases aériennes, pourquoi les Russes ne les ont pas rasées? Pour les mêmes raisons en réalité. En réalité, il y a une sorte de miroir. C'est-à-dire que ce qui n'a pas fonctionné chez eux, entre guillemets, ce qui ne fonctionne pas non plus quand on le fait, mais simplement ce qui a fait la différence, c'est que à chaque fois, l'Occident était engagé dans des guerres avec une dissymétrie de puissance qui était énorme. Donc finalement, les petits ratés et tout ça, c'était sur l'épaisseur du trait, et puis on pouvait les passer. Donc on n'a pas forcément tiré les bons retours d'expérience de ces guerres-là. Et il y avait déjà des petits signes, quand même, ces éléments, c'était quand même des indices forts, mais on n'a pas voulu les voir, parce qu'après tout, on avait une telle puissance que bon, ça ne s'est pas vu. Mais quand on est face à un ennemi à parité, et ben d'un seul coup, là, ça prend une importance phénoménale. Alors honnêtement, au début de ce conflit, je me suis dit, bon, il va y avoir un débat entre spécialistes parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Et donc je me suis dit, bah, ça va être intéressant, on va voir les points de vue, les analyses et tout ça qui vont s'échanger. Et c'est une occasion manquée. Parce que là où on a commencé à se moquer, en fait, on a vu des moqueries. Okay, mais il n'y a pas eu de retour d'analyse. Je vais prendre encore 2 exemples. Au début de la guerre, on s'est moqué des véhicules russes à roues avec les pneus crevés. Parce que les Ukrainiens, ils jetaient des crève-pneus sur les routes pour faire crever les pneus. Alors, ils disaient, donc on a mis en cause les pneus chinois ou les vieux pneus russes, qui dataient de l'époque soviétique. Et ils se sont dit, voilà, l'armée russe va être à l'arrêt faute de pneus. Bah, ok, mais l'armée française, elle a renoncé à la chenille pour le pneu. Alors à un moment, il faut peut-être se poser la question. La vulnérabilité du pneu, c'est que ça crève. Alors effectivement, les véhicules, même crevés, ils peuvent rouler un certain nombre de kilomètres, mais ils ne peuvent plus vraiment combattre. Donc il y a aussi des questions de fond. C'est-à-dire que si la mobilité des véhicules à roues, ça posait problème pour l'armée russe, ça peut aussi poser problème pour notre armée. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder en miroir ce que nous avons et comment ce sera employé dans la même chose. C'est la même chose. Après, on a commencé à se moquer des chars de 40 tonnes qui s'embourbaient. Ok, les chars occidentaux, ils font entre 60 et 70 tonnes. Alors si un char de 40 tonnes s'embourbe, ça va pas, à votre avis, ça va donner quoi un char de 70 tonnes? Donc là, c'est pareil. Plutôt que j'étais complètement surpris de ce manque de recul complet, où l'idée, c'était juste de se moquer. Et du coup, ça a complètement tué le débat. Parce qu'il y a un vrai débat, il y a des vrais retours d'expérience à retirer de cette guerre. Il y a des vraies choses à regarder parce que ce qui arrive aux Ukrainiens ou aux Russes sur le champ de bataille, ça peut arriver à nos propres armées. Et il est intéressant de regarder ce qui se passe, vraiment, mais avec un regard lucide. Ce qui arrive à la flotte russe en mer Noire, bah, les marines occidentales, elles regardent ça aussi d'un œil plutôt inquiet, parce qu'en réalité, personne ne sait comment faire. Donc on n'a pas trop envie d'aller se retrouver dans la même situation. Et donc, plutôt que d'avoir des débats plutôt enrichissants sur les spécialistes, enfin les experts, comme ils s'appellent, où chacun peut amener des idées, une manière d'aborder le truc, non, on se contente de se moquer. Mais les gars, on n'apprend rien comme ça. Si on considère que tel ou tel pays peut être potentiellement une menace, ce qui est fait, c'est qu'on commence par apprendre de lui. On commence à regarder de manière honnête et objective et pas à se laisser embarquer dans un discours qui est purement idéologique pour raconter ce qu'on a envie. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans l'analyse de ce conflit, c'était de reprendre par rapport à tout ce que je pouvais entendre dans les médias. Et je me disais, c'est pas possible, quoi. Il faut expliquer les choses aux gens, comment ça fonctionne, comment les choses se passent en vrai, quoi. Il y a des tas de paramètres qui rentrent en compte. On a eu des commentateurs qui se livraient une sorte de combat de Pokémon avec des cartes.
C'est-à-dire, tel matériel, il a telle caractéristique, je vais plus vite, je vais moins loin, je vais machin, donc il est meilleur. Bah non, ça ne marche pas comme ça. C'est un peu comme comparer deux voitures. Vous prenez une Dacia Logan de base, une Mercedes classe E. La Mercedes, elle est vachement mieux sur le papier. Elle va plus vite, elle va plus fort. Mais pour aller faire ses courses en ville, est-ce que opérationnellement, ça va changer votre vie? Bah non, les deux voitures, elles peuvent emmener 4 personnes et puis vos courses. Au final, opérationnellement, alors bien sûr, ponctuellement, si vous êtes sur une autoroute sans limitation de vitesse, ah bah oui, la Mercedes, ça va faire la différence. Mais quelle est dans la proportion d'utilisation du véhicule, dans quel cas cet avantage sera significatif? Quasiment jamais. Donc en fait, opérationnellement, ça ne va pas changer les choses sur le terrain. Pour reprendre un terme militaire, on mettait en avant que les chars occidentaux tirent précisément plus loin que les chars russes. Ce qui est vrai, un char russe, il va tirer, sa conduite de tir va lui permettre d'engager jusqu'à 2000 mètres, et un char occidental entre 3 ou 4000 mètres pour le Challenger 2. Seulement, en Ukraine, opérationnellement, la distance moyenne de tir est inférieure à 1000 mètres. Alors que vous avez une super optique qui permet de voir à 4000 ou une optique qui voit à 2000 mètres, opérationnellement, ça ne change rien. Donc c'est un avantage, oui, sur le papier, mais en vrai, ce n'est pas ça qui est significatif. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de la différence technologique, même si on considère que tel matériel est supérieur à un autre, la différence technologique n'est pas suffisante pour être en elle-même un élément différenciant sur le champ de bataille de manière suffisante. Alors, en plus, cette super technologie apporte aussi son lot de contraintes, c'est-à-dire c'est des problèmes de maintenance, c'est des matériels qui vont être potentiellement plus fragiles, qui vont s'user plus vite, contre un matériel qui va être plus rustique et qui va être plus facile à maintenir. C'est tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte. Donc ce qui est un avantage d'un côté peut être un inconvénient de l'autre. Donc en fait, c'est toujours cette balance qu'il faut regarder, et surtout, il faut regarder les choses en globalité. Il ne faut pas regarder si le truc il va plus vite ou moins vite, c'est de regarder, ok, là, il faut regarder dans le cadre d'emploi. C'est pareil, si vous avez une voiture qui peut aller à 200 km/h, mais vous ne faites que de la route de montagne, bon, bah, ça ne va pas vous servir à grand-chose d'avoir à 250 km/h. Donc en fait, c'est tous ces éléments qui sont très basiques. En réalité, c'est beaucoup de bon sens. Il n'y a pas d'expertise de très haut niveau, forcément. Mais ce qui m'a choqué dans cette guerre, c'est que l'aspect journalistique des grands médias n'a pas pris une tournure d'analyse objective ou de recul sur les événements, mais ils ont pris le pari de faire de la pensée magique. Je veux quelque chose, donc je dis ce que j'ai envie et j'espère que ça se passe. Bah, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, bah, ils ont été obligés de dire tout et leur contraire. Et ça, c'est assez surprenant parce que, en réalité, alors heureusement, je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres gens qui ont une vision beaucoup plus réaliste de la réalité du terrain, même si on n'est pas d'accord sur tout, peu importe, mais au moins il y a quand même quelques personnes, mais bon, il y a peut-être 5 personnes, c'est quand même un peu court. Puis c'est pas franchement ceux que vous entendez le plus dans les médias, il faut être honnête. Donc en gros, dans ce livre, bah, on essaie de recueillir un peu toutes ces analyses un peu techniques que je faisais moi de ce que j'observais sur le terrain, sachant qu'il y a quand même des grosses évolutions, notamment l'arrivée des drones, qui est quand même le point le plus important. En gros, les drones, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça donne une transparence au champ de bataille, c'est-à-dire qu'on peut voir un peu ce que fait l'ennemi, qui change, qui remettent en cause les grands principes de la guerre que le maréchal Joffre avait édité, notamment la concentration des moyens et l'économie des forces. La concentration des moyens, quand l'ennemi sait exactement où vous êtes, ce que vous faites, bah déjà c'est plus possible. Donc en fait, on a tout un tas de questions quand même à se poser pour se dire comment on va faire évoluer ça, comment on peut faire évoluer la stratégie et les doctrines, comment on va adapter les matériels, comment on va se protéger contre les drones. Enfin, il y a des tas de questions à se poser. Mais le problème, c'est qu'en confisquant le débat par une approche idéologique, finalement, on n'aide pas à s'auto-améliorer, à croire à se taper le ventre en disant qu'est-ce qu'on est bon et nous, qu'est-ce qu'on est vachement plus fort, et que sur le terrain, on n'en prouve rien. C'est le meilleur moyen de perdre la prochaine guerre. Hein. Ça, c'est la recette. Donc, en gros. En gros, voilà. Après, on ne peut pas rentrer sur tous les aspects techniques de la guerre. Il y en a énormément, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
c'est que tout est toujours plus complexe que ce que ça a l'air. C'est-à-dire que si on dit « Ah ouais, il suffit de tirer, on va prendre le canon César, il tire plus loin que l'autre, machin ». Ouais, mais vous tirez sur quoi à 40 km? Comment vous savez sur quoi tirer à 40 km? C'est toute la question, elle est là. La question n'est pas là de savoir à quelle distance vous tirez, mais sur quoi vous tirez, quel renseignement, comment vous avez le renseignement pour déterminer votre cible à 40 km. La question, elle est là. Si de toute façon, vos moyens de renseignement vous permettent de voir à 10 km, bah, de toute façon, vous tirez à 10 km. C'est aussi simple que ça. Donc il y a plein d'éléments comme ça à prendre en compte, que ce soit sur l'artillerie, sur l'aviation, sur la guerre électronique. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises, notamment, il y a beaucoup de choses qui vont dire que oui, l'échec de la guerre électronique russe au début de la guerre. Ben non, il faut juste remettre dans le contexte. Au début de la guerre, les Russes, ils ont combattu une armée qui utilisait globalement les mêmes systèmes antiaériens qu'eux. Donc quand vous brouillez un système antiaérien et que vous utilisez les mêmes, comment vous savez que c'est celui de l'ennemi, que ce n'est pas le vôtre? Et quand vous allez brouiller l'un, vous allez brouiller le vôtre. Donc forcément, vous êtes sur la retenue. Vous ne pouvez pas tout utiliser. Donc à partir du moment où l'armée ukrainienne s'occidentalise, finalement, ça libère aussi les capacités de guerre électronique russe, puisque d'un seul coup, il est plus facile de discriminer. Donc il y a plein d'éléments en réalité qui sont très logiques, mais simplement il y a eu voilà, je comprends pas trop ce qui s'est passé. J'avoue que j'étais un peu surpris, mais on pourrait multiplier les exemples, mais en gros il y a des réalités physiques qui s'appliquent à tout le monde, quel que soit le camp, et c'est pas une question d'idéologie. La physique, elle est la même pour tous. Et en gros, je terminerai un peu sur cette phrase. Je me permets d'aborder un détail. On déjeunait ensemble ce midi et tu me disais quelque chose que je trouve très important aussi. Sur l'armée russe, c'était une armée de conscrits en majorité. Donc, ils avaient des véhicules beaucoup plus simples parce qu'un conscrit n'est pas aussi bien formé qu'un professionnel. Oui, en fait, c'est une caractéristique des matériels soviétiques puis russes. C'est effectivement, ils ont été conçus pour pouvoir être mis en œuvre par des conscrits. Donc, ils ont une conception plus simple que les matériels occidentaux. Et donc, ça change un peu la doctrine. Donc, on ne peut pas forcément comparer un matériel russe avec un matériel occidental parce qu'il était pensé dans un cadre d'emploi différent, avec une doctrine différente. Donc, on ne peut pas les comparer de la même chose. Si on essaie d'utiliser un char occidental avec une doctrine russe, on va se planter. Et si on essaie de faire l'inverse, on va se planter aussi. Voilà, chaque chose est adaptée à son besoin en réalité. Et pour compléter ce que tu disais, c'est vrai qu'on est bien sûr effaré par le niveau de partialité, mais aussi les faibles compétences des experts télévisés. Et des journalistes. Regardez, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, un attentat terroriste ou des événements comme on le voit aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, on vous parle d'armes lourdes. Bon, une arme lourde, c'est une arme qu'on est deux à porter normalement. Donc aujourd'hui, ce ne sont que des armes d'épaule. Voilà, une Kalachnikov ou un fusil d'assaut n'est pas un fusil mitrailleur. Donc même dans l'emploi du vocabulaire, on voit tous les jours sur ces plateaux télévisés un certain nombre d'erreurs terribles et qui finalement surdimensionnent par certains aspects le conflit. Alors, j'en reviens avant de vous céder la parole pour les questions à la guerre de l'information. Il y a bien sûr deux médias qui sont particulièrement actifs dans la propagande anti-russe, parce que c'en est grossier. Il y a bien sûr Cosmos, mais il y a le magazine Géo. Je ne sais pas. Regardez le magazine Géo depuis quelque temps, un magazine qui est censé, alors qui était à deux doigts de la faillite en 2022, qui est censé faire des beaux reportages sur la nature, l'environnement, la préservation des espèces animales, de la faune, de la flore, et qui vous sort encore, je crois, hier matin, un article sur les pertes titanesques de l'armée russe autour de Kharkov. Alors peut-être ont-ils raison, je ne sais pas, je ne connais pas l'état des pertes russes, mais qu'est-ce que ce magazine, qui a totalement changé de sujet, vient faire là, avec aucun expert en interne, aucun historique. Alors vous allez me dire, ce n'est pas la première fois, je fais juste une digression, je me souviens du 11 septembre 2001, quand on a eu les attentats, et je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là, du jour au lendemain, tous les quotidiens français ne parlaient que du terrorisme, sur 8 ou 16 pages. Or,
C'est-à-dire que tout le monde faisait un article sur le terrorisme. Le journaliste spécialiste des affaires économiques, le journaliste spécialiste du cinéma, le journaliste spécialiste des affaires sportives ou culturelles. Et c'est le problème des médias, c'est que s'ils n'ont pas des spécialistes dédiés qui sont capables d'analyser, un journaliste, dans ce cas-là, ne fait que de la synthèse de ce qu'il voit, et si ces sources sont mauvaises, eh bien, il vous raconte des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est ce qu'on a observé sur ce conflit ukrainien, comme le disait Olivier. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette série de livres, surtout ce deuxième livre, et ceux qui le liront verront qu'il y a des analyses techniques très pointues, on le disait tout à l'heure, qu'on soit sur l'artillerie, sur la guerre électronique, sur l'emploi des chars, sur les opérations spéciales qui ont été tentées essentiellement par les Ukrainiens, ça aussi c'est intéressant, en territoire russe, sur l'emploi de l'aviation, sur la logistique, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché. Voilà, vous allez trouver comme ça une dizaine de thèmes sur lesquels on a essayé un petit peu au fur et à mesure d'éclaircir, nous, notre analyse, en espérant être neutre, parce que bien sûr, en tant qu'analyste, à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper, est-ce qu'on n'est pas orienté? Donc l'avantage de travailler en équipe, c'est qu'on se parle, on n'est pas toujours totalement d'accord, mais voilà, ça permet de sortir des analyses de ce type-là. Et comme le disait Olivier, ce conflit n'a pas été compris et analysé à sa juste valeur. Espérons qu'il le sera dans quelques années, non seulement pour essayer de voir ce qui se passe sur le terrain, mais aussi pour nous, Français et Occidentaux, se dire, si demain nous avons un affrontement à conduire, quelles leçons est-ce que l'on peut en tirer? Malheureusement, quand on le fait aujourd'hui, on se rend compte qu'on est très, très, très démunis.